Bonjour Mazulu Diabanza. Bonjour. Vous êtes ici dans le cadre d'un entretien organisé par le Bureau universitaire des études décoloniales et panafricaines de Nanterre. Présentez-vous succinctement, s'il vous plaît. Je suis Mwazulu Diabanza, porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage, mais aussi secrétaire général de l'OTID. C'est une organisation syndicale des travailleurs issus de l'immigration et des dom-tom. Je vous ai connu personnellement grâce à votre action au Quai Branly en 2020. Pouvez-vous nous expliquer les causes et les motivations qui vous ont amené à employer les moyens de ce que vous nommez une diplomatie active? Nous sommes alignés dans une volonté aujourd'hui, selon l'esprit et la lettre de notre manifeste, d'où le 14 point qui résume le sens de notre engagement. Et sur ce, parmi ces points, il y a justement la question de la restitution de notre patrimoine culturel et culturel pillé, aujourd'hui enfermé dans la plupart des musées européens occidentaux. Dans cette logique, il était question pour nous d'agir, parce que nous sommes un mouvement de réflexion et d'action. Et notre action portait justement dans ces cadres-là pour aboutir à cette restitution. L'histoire nous démontre que ça fait aujourd'hui plusieurs siècles que les pays africains, les dirigeants africains, les familles royales, les descendants de ces familles, les associations et les personnalités ont œuvré justement pour en aboutir à cette restitution. Et malheureusement, la plupart ont essuyé, si j'ose dire, des refus catégoriques. Donc nous avons constaté néanmoins qu'il y a une sorte de diplomatie, mais qu'elle est dormante et qu'elle n'agit pas, n'aboutit pas, ne donne pas gain de cause à l'Afrique qui, sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies, dans les officines de beaucoup des institutions internationales, tente tant bien que mal à aboutir à cette restitution. Donc il était question pour nous, comme nous sommes un mouvement de réflexion, de réfléchir à un moyen d'action très efficace, qui reste bien entendu pacifique et non violente. C'est ce qui nous a conduit justement à la diplomatie active, cette façon d'agir qui pousse justement l'intéressé d'agir et de ne pas se cacher derrière le protocole mis en place pour empêcher justement l'Afrique de rentrer en possession de son patrimoine. Et c'est à celui que nous considérons, et qui, pas nous considérons, qui est en réalité le prévaricateur, le voleur et le receleur, qu'il puisse agir et nous dire qu'est-ce qu'il pense. Et vous avez pu remarquer, depuis le déclenchement de cette diplomatie active, personne aujourd'hui ne botte en touche. Personne ne se cache. Tout le monde est obligé de s'exprimer. Que vous soyez pour ou contre la restitution, au moins l'humanité sait clairement quelle est la position de tout un chacun. En parlant d'histoire et un peu d'économie que vous avez évoqué dans votre réponse, comment ces biens pillés durant les empires coloniaux, entre 1880 et 1960, bénéficient aujourd'hui aux systèmes occidentaux? C'est clair, il y a deux mécanismes qui ont été mis en place. D'abord, commençons par l'objectif qui a été principal ou primordial dans cette approche-là. Il y a eu la question de, si j'ose dire, la notoriété ou le rayonnement. C'est le mot qu'il faut. Les rayonnements des capitales européennes occidentales. L'idée commence à Bruxelles. Rappelez-vous qu'à Bruxelles, il y a eu justement la question de pouvoir faire rayonner cette petite capitale qui, je pense que géographiquement, historiquement parlant, en Europe, c'est une capitale qui ne représente pas grand-chose. Mais le génie machiavélique du roi Léopold II a abouti à cette stratégie de faire quelque chose pour susciter un rayonnement de la capitale bruxelloise. Et c'est ce qui s'est passé en créant ce qu'ils ont appelé le musée d'Afrique centrale. Et le musée d'Afrique centrale a abouti justement à cette logique, à créer le rayonnement autour de la capitale Bruxelles, d'où les œuvres d'art furent pillées, les hommes et les femmes furent déportés, les richesses minérales, végétales de l'Afrique et principalement du Congo furent pillées pour être exposées et exhibées justement dans ces musées. C'est ce qui a suscité et créé ces premiers rayonnements. Ensuite, à travers l'exhibition et l'exposition de ces œuvres, vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des musées, pour y entrer, il faut payer un droit d'entrée, un droit d'accès qui fait que pendant des siècles, des décennies, les capitales occidentales et européennes ont bénéficié justement de cette manne financière. Il y a ce qu'ils appellent, par exemple, des prêts chez différentes associations, différents collectionneurs qui prennent ces œuvres-là et qui vont exposer ou exhiber autour des expositions X et Y. Ça génère beaucoup de fonds. Ça génère de l'intérêt, ça génère beaucoup de fonds, non seulement pour venir voir, mais pour se déplacer pour l'événement en question. Parce que
en affiche, ce sont les œuvres et les patrimoines africains qui sont placés ou exhibés. Au-delà de ça, il y a eu des ventes illicites et illégales. Pas plus tard qu'hier, il y a quelques mois, là, un masque venu du Gabon, le masque Ndong, qui a été vendu ici en France à hauteur de 2 millions et quelques euros, si je ne m'abuse pas. Quand on vend quelque chose à 2 millions et quelques d'euros, le gouvernement français, ou si l'on veut, comment vous appelez ça, la préfecture ou l'administration française perçoit tout ce qui est taxe, tout ce qui est droit de participation ou quelque chose comme ça. Qui en bénéficie? C'est encore les capitales occidentales. Et l'Afrique dans tout ça, rien. L'Afrique dans tout ça, rien. Au-delà de ce qui peut être taxe, il peut aussi y avoir des commissions qui sont prélevées d'ici et là. Donc vous voyez qu'il y a tout un monde là où est né le trafic illicite et illégal de patrimoine culturel et des œuvres d'art qui, en fait, alimente les caisses financières, oui, et les économies occidentales. Dans tout, dans le tourisme, dans tout, parce qu'il y a pas mal de touristes aujourd'hui qui quittent la plupart des pays du monde pour venir justement ici, venir en Europe pour voir tout cela. Ensuite, enfin, on pourra aussi avoir à l'esprit ce qui se passe en Afrique. Prenons l'exemple d'un jeune ou d'un enfant qui est né à Bobo-Dioulasso, qui est né à Oudjene, qui est né à Dar es Salaam ou à Kinshasa. Cet enfant-là qui veut aujourd'hui avoir accès, par exemple, à la figure des Nekoukou, dont l'histoire est très connue et très vivante en République démocratique du Congo. Cet enfant doit faire un parcours administratif des combattants. Il doit aller vers les chancelleries occidentales, ou françaises ou belges. Il doit payer son visa. Au-delà de ça, il va payer un billet d'avion. Ensuite, il devra payer un hôtel là où il va séjourner. Ensuite, il viendra payer le droit d'entrée, justement parce qu'il y a exposition ou parce qu'il faut rentrer dans ces musées. Vous voyez tout ça, la manne financière, c'est une forme de rackettage encore qui continue, justement, si vous voulez, de creuser et de piller la richesse financière, encore une fois, encore des descendants et de peuples d'Afrique. Voilà, dans cet ensemble-là, on voit aisément combien est-ce que ces patrimoines-là bénéficient et profitent aux économies et à la finance européenne et internationale. Quelle est votre réponse face à l'argumentaire principal des institutions impérialistes qui consiste à justifier le monopole de ces œuvres, soi-disant, en raison du manque d'infrastructures en Afrique? C'est une insulte encore adressée à l'Afrique et à l'homme africain. Voyez-vous, avant que ces pièces-là et ces œuvres-là ne viennent en Occident, elles ont été gardées en Afrique, conçues en Afrique. Pour la plupart, ça faisait des siècles que cela vivait en Afrique. Ça faisait des décennies que cela était en Afrique. Donc, une fois qu'ils ont pillé cela, ils l'ont ramené ici, ils nous demandent, ils nous reposent la question des infrastructures. Où est-ce qu'ils l'ont pris? Où est-ce qu'ils ont pris toutes ces œuvres-là? Justement parce que la question est très mal posée. La question est très mal posée, d'autant plus que la perception de cette frange de l'impérialisme tentaculaire de la planète ou de l'Occident ne comprend pas qu'ils n'ont pas le monopole justement de la connaissance de choses et que l'Afrique a su justement concevoir et conserver cela avant les mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place. Admettons, en parlant des infrastructures, aujourd'hui il est connu, il est su de tout le monde que l'Afrique a près de 500 musées modernes capables justement d'absorber l'ensemble de ces patrimoines. Nous sommes dans une dynamique panafricaine. Si la République démocratique du Congo n'a pas les moyens justement de conserver toutes ces œuvres-là, le Sénégal en aura. Si le Sénégal n'a pas le moyen, la Zambie en aura. Si la Zambie n'a pas, l'Afrique du Sud en aura. Si l'Afrique du Sud n'a pas, l'Algérie, je ne pense qu'elle aura. Donc, ça, c'est un faux débat. Je précise qu'il y a près de 500 musées reconnus et répertoriés chez eux-mêmes comme étant des musées qui répondent aux critères aujourd'hui, ou si j'ose dire, aux normes internationales relatives à la conservation du patrimoine culturel. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'ils comprennent, eux tous, que nous ne posons pas la question dans ce sens-là. Parce que toutes ces œuvres-là et tous ces patrimoines-là n'ira pas, notamment dans des musées. Parce que nous avons catégorisé cela en 5 catégories ou 4. La première des catégories est ce que nous appelons ou nous considérons comme des chefs-d'œuvre. Comme par exemple la figure du dieu Gun, qui se trouve ici au musée du Louvre, comme par exemple la Kitumba de Nekoukou, qui est à Tervuren à Bruxelles. Ce sont des pièces qui doivent être réintégrées, qui doivent revenir et être réintégrées dans nos communautés, dans nos sociétés et dans nos villages. Parce qu'on a empêché à l'Afrique et à l'homme noir justement de continuer dans l'exercice de sa culture et de son identité. Donc notre expression, ou si vous voulez, notre logique
c'est aussi d'en aboutir à la réintégration, parce qu'il y a eu un coup d'arrêt, indépendamment de notre très bonne volonté. Donc, il faut continuer le processus. La deuxième catégorie de ces patrimoines, ce sont des œuvres qui peuvent être acheminées aujourd'hui au sein des institutions et des instituts africains. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des temples de la démocratie occidentale, on voit et on se réfère toujours aux grandes figures de l'histoire européenne. Donc, il est aussi question que dans la plupart de ceux qui sont considérés comme des temples des démocraties, si j'ose dire, ou des institutions étatiques des États africains, à travers de mairies, à travers de parlements, à travers des présidences, à travers des institutions X, Y, il faut qu'il y ait la représentation justement de ces patrimoines-là et de ces œuvres-là, parce que ça a aussi été la vocation en première idée de la conception de tous ces patrimoines. Donc on peut utiliser cela dans ce sens. Troisième catégorie, ce sont des œuvres ou de patrimoines qui doivent être réinjectés ou réintégrés au sein des instituts et des écoles initiatiques. La plupart des écoles aujourd'hui manquent cruellement de ces entités-là qui jadis jouaient un rôle capital et important justement dans le processus initiatique de la plupart des jeunes, de la plupart des adolescents. Regardez aujourd'hui, la Belgique a restitué à la République démocratique du Congo une copie, ce qui est encore une insulte, du masque Kakongo. C'est un masque qui jadis servait à l'initiation de jeunes garçons, des adolescents. Donc, aujourd'hui, ces jeunes garçons méritent encore d'être initiés parce que la perte de nos valeurs, la perte, si j'ose dire, de ces socles culturels et moraux a fait de l'Afrique aujourd'hui ou de l'homme africain une personne lobotomisée qui n'a ni identité et qui ne sait pas où aller. Donc, le retour à ces socles culturels, justement, à cette organisation éducative qui permettra aux jeunes d'être initiés d'abord dans leur culture autour de certaines valeurs, nous permettra aujourd'hui de réconsolider ou, si vous voulez, de reconstruire ces socles identitaires ou cette fondation culturelle et identitaire qui nous manque cruellement. Quatrième catégorie, ce sont des œuvres maintenant qui peuvent être exposées et exhibées à travers justement des musées ou de lieux X et Y, qui peuvent aussi, si j'ose dire, occuper nos rues, nos carrefours. Parce que c'est ça l'Afrique, justement, parce que partout ici au monde, sur la planète, quand on circule, on voit des monuments, on voit des statues, des statuettes dans différents coins de rue. On le voit dans des gares d'ici et là. Et pourquoi pas en Afrique? Parce qu'ils ont cassé cela en Afrique quand ils sont arrivés. Ils ont cassé cela, les témoignages ô combien frappants, même des pyramides égyptiennes nous démontrent combien est-ce que les sociétés africaines, datant de l'Antiquité et jusqu'à nos jours, furent décorées dans ce sens-là pour exprimer X ou Y choses. Donc, les questions sont mal posées. Nous avons, nous, catégorisé les choses dans ce sens-là pour que tout le monde comprenne que ces patrimoines-là n'ont pas pour destination des musées où ils seront renfermés dans des verres, dans des cercueils en verre pour empêcher justement l'expression énergétique et culturelle de l'homme et de la femme africaine. Avant-dernière question. Quel conseil pourriez-vous donner à la diaspora des jeunes étudiants africains pour s'extraire du paradigme impérialiste et capitaliste eurocentré et finalement embrasser les paradigmes servant à réinventer notre rapport au monde? Nous sommes dans un monde où la recherche, l'innovation sont pour moi le leitmotiv et la fondation de ce qui sera le monde, si vous voulez, à venir, le futur de notre monde. Il faut ces deux piliers, l'innovation, la recherche. Et cette jeunesse de la diaspora a le devoir et l'obligation de se reconnecter justement avec ces socles culturels africains pour ouvrir le champ justement de l'innovation, de la recherche et même de l'inspiration. Parce que rappelez-vous, les artistes africains datants marquaient le monde par les œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, inégalées quand on expose dans les galeries d'art du monde. Parce que justement, il y avait une inspiration. L'arrivée du christianisme et de l'islam ont empêché ou ont éteint ces robinets d'inspiration. Ce qui faisait que l'artiste africain était empêché de représenter ce qu'il représentait parce que c'était synonyme de sorcellerie ou, si vous voulez, de tout ce qui était péjoratif. Donc, il est important que cette jeunesse de la diaspora puisse se reconnecter avec ça pour déclencher ces champs-là, parce que c'est ce qui leur permettra justement d'être, si vous voulez, au rendez-vous de l'histoire.
de participer à ces marathons scientifiques qui a commencé depuis là où l'Afrique est en retard. Et ces retards-là, c'est ce qui nous conditionne aujourd'hui à être dépendants sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel et scientifique, vis-à-vis d'autres peuples, d'autres nations et d'autres États. Il est impératif, et c'est un devoir, un impératif qui s'impose à cette diaspora, de pouvoir justement se reconnecter avec ça pour couper les cordons ombilicaux de cette pensée impérialiste qui leur donne un monde tout fait, ou un monde qui est perçu et vu, conçu par les lunettes de cette oligarchie internationale. Donc il est important pour eux d'aller dans ce sens parce que le monde de la recherche et de l'innovation, le socle, c'est la culture. Pour terminer, vous avez récemment annoncé votre candidature pour le Sénat en République démocratique du Congo. Que peut-on vous souhaiter? Plein succès, parce que l'objectif pour nous, c'est justement de saisir cette opportunité. Et nous l'avions dit que nous sommes maintenant dans une phase de la conquête du pouvoir. Et nous avons commencé avec la conquête du pouvoir législatif. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Nous avons choisi maintenant d'appuyer la gâchette législative pour faire décoller l'Afrique. Parce que nous avons pu remarquer qu'il y a une absence justement totale de lois patriotiques qui peuvent permettre déjà de dissuader tout pourrissement intérieur. Il y a une absence totale de lois qui poussent la République démocratique du Congo ou les pays africains à légitimer et à officialiser leur engagement panafricain parce que notre devoir et notre responsabilité, c'est d'aller concrétiser ce que nos pères ont voulu. La création, ou si vous voulez, la naissance des États-Unis d'Afrique. Et cela n'est possible que si nous allons à légitimer et officialiser l'engagement panafricain des États d'Afrique dans leur ensemble. Et cela nous permettra maintenant d'épouser toutes les nations de la Caraïbe, des Antilles, des Amériques, qui ont un lien historique et culturel avec l'Afrique. Donc pour s'y faire, nous avons choisi de commencer par la loi. Et quel est le lieu par excellence justement pour mener ces combats de la législation, si ce n'est le Sénat? C'est pourquoi je me suis engagé dans cette conquête-là, parce qu'il y a quelque chose ici qu'il faut voir. Les législateurs, par exemple, européens, à fauté, ils sont allés piller. Les forces impérialistes sont allées piller et ils ont ramené ces patrimoines en Europe. Et qu'a-t-il fait? Il a légiféré en disant que c'est un patrimoine appartenant, par exemple, au Trésor français ou un patrimoine de l'État français, en parlant du caractère inaliénable de ces patrimoines-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en menant ces actions de diplomatie active, nous sommes, nous, accusés de vol d'ici et là. Or, c'est parce que les législateurs a fauté. Il n'y a eu ni éthique, ni moralité dans cette élaboration de lois. Alors nous voulons faire le contraire des choses. Commencer par des lois qui permettront justement aux pays africains de faire de ces combats pour la récupération de notre patrimoine un grand objectif de développement pour les pays africains. Donc nous avons commencé par cette conquête du pouvoir législatif au Sénat en République démocratique du Congo. Mwazulu Dibayenza, merci pour vos lumières, pour votre participation à ce premier épisode organisé par la BDP. Bonne continuation à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.